Enchanté, bienvenue sur ce webinaire. OK, ça c'est OK. Très bien. Bienvenue, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Est-ce que tout va bien? Bonjour Nathalie. Bonjour Laetitia. Alors, Bonjour. OK, OK, donc si jamais il y a des voilà, petits soucis avec la connexion, des choses comme ça, n'hésitez pas à le faire remonter dans le chat. Bienvenue à tous. C'était censé commencer à 20 h. On va attendre encore quelques instants que d'autres personnes se connectent. Je vois le nombre de participants augmenter, petit à petit. Tu vas bien Laetitia? Ça va, merci et toi? Oui, parfait, parfait, parfait. Super. Très bien, bienvenue sur ce webinaire sur les comportements atypiques de l'enfant. Je pense en attendant de commencer, on peut peut-être essayer de faire un petit peu connaissance. Voilà, n'hésitez pas à nous parler un petit peu de vous dans les commentaires, savoir si vous avez des attentes particulières. Quels sont vos métiers? Voilà. On va vous lire en attendant. Je pense au webinaire très intéressant. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Laetitia, Laetitia, c'est notre formatrice, hein, notamment sur les troubles du comportement. Ce qui va se passer après, c'est qu'on va vous présenter le déroulé du webinaire. Chacun pourra présenter, enfin, on présentera les différentes parties. Chacun pourra, voilà, poser ses questions aussi entre chaque partie. On sera ouvert et ça permettra de rendre vivant, cet échange, que ce soit pas juste de l'info descendante. Voilà. Tac, donc on a je sais pas si tu vois les commentaires, on a voilà, des personnes qui Oui, ont été jeunes enfants, auxiliaires pères, assistantes maternelles, c'est très varié, c'est super. parentales, voilà. Vraie richesse, du coup, de métier, on va pouvoir Mmh. répondre à plein de questions. Exactement. Très bien. On attend une petite minute, ça se stabilise donc on va attendre une petite minute et puis on va commencer. Ouais, c'est un peu en crèche, maman de 2 enfants, super, et qui se pose des questions. Parfait, on a aussi des parents du coup, on a aussi des parents. Oui, oui, surtout à 7 ans, c'est un âge particulier, il se passe plein de choses. Assistante maternelle, parfait. Vous connaissez déjà, pour la plupart, vous connaissez déjà Ma Campus? Certains sont peut-être déjà formés, oui. Bientôt à SMAT. Très bien, OK. Très bien, je te propose qu'on commence Laetitia? Allez, OK, donc on va se présenter chacun notre tour. Donc je suis Guillaume Cailleux, je suis conseiller chez Ma Campus et superviseur également de l'équipe commerciale. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi que j'ai intégré l'équipe et voilà, je suis accompagné de Laetitia, voilà, formatrice, je te laisse dire quelques mots sur toi. oui, bien sûr, merci Guillaume. Alors moi, je suis éducatrice jeunes enfants, de formation. J'ai vu qu'il y en avait aussi certaines parmi vous. Ma spécificité, c'est que du coup, en tant qu'éducatrice et en tant que directrice par la suite de structures petite enfance, j'ai repris des structures qui dysfonctionnaient, mais aussi des structures où on accueillait énormément d'enfants, qui étaient atteints de troubles, donc troubles du développement, de la relation. Et du coup, j'ai peaufiné un peu mes formations et maintenant, effectivement, je fais de la formation, de l'audit et de la conférence autour des troubles de la relation et de l'accompagnement de ces enfants. Donc voilà. OK. Super. Eh ben, donc je reprends la main. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc AMA Campus, c'est le centre de formation du réseau AMA. Réseau AMA, hein, c'est un ensemble, d'entités du service à la personne. On a des résidences seniors, on a une plateforme d'accompagnement, des personnes âgées à domicile et sur le volet petite enfance, on a un réseau de microcrèches. L'objectif, ça a été de créer un centre de formation pour former l'ensemble des collaborateurs du réseau, notamment sur la partie petite enfance. Ce qui nous a amené à développer des formations en e-learning. Donc aujourd'hui, on a une soixantaine de modules, hein, divers sur les nouvelles pédagogies, sur le développement, le handicap, la psychologie de l'enfant, et cetera. Donc on est labellisé, donc on a été créé en 2018, on a été labellisé, Calliope, en 2020 et depuis 2022, on est labellisé Hyperia, voilà, pour être en plus proche encore des ASMAT notamment. Chaque année, on forme environ 5 000 personnes, hein, sur l'ensemble,
sur l'ensemble des formations. Voilà, on propose aussi des formations, dans les crèches notamment aussi, on peut s'adapter, à tous les besoins. Sur les formations, on propose aussi des formations certifiantes, hein, comme le CAP, les différentes VAE, le CQPMAM et en tout début 2024, on proposera, une partie des blocs, de compétences, Hyperia sur, notamment le métier, d'assistant maternel. Voilà. Comment va se dérouler ce webinaire? 4 grandes parties, qui seront bien sûr expliquées, par Laetitia, par un rappel des notions, quelques exemples et on vous donnera aussi quelques clés, sur les différents sujets. Donc sur un premier temps, un point qui va concerner le développement de l'enfant, de l'ordinaire au particulier. On abordera ensuite les différentes émotions et ce qu'on peut caractériser de comportements atypiques. Et une troisième partie, ce qu'on appelle les carences affectives et structurelles, les comportements atypiques, de l'enfant. Et en dernier point, les TDAH et développement neuroatypique de l'enfant. Tu as des choses à rajouter, Alors, Laetitia, sur le... non, tout est parfait. Non? OK, très bien. OK, donc si vous avez des questions, surtout, je vous laisserai bien les poser entre chaque partie. Entre la partie 1, la partie 2, la partie 3, on va les rassembler et on y répondra entre chaque partie. Comme chaque partie est bien différente, on y répondra entre chaque partie. Voilà, je te propose de commencer, je te laisse la main. Allez. Donc effectivement, hein, comme, Guillaume l'a très bien expliqué, ma formation, elle va se dérouler sur plusieurs volets, donc 4 volets notamment. Donc la première qui va aborder le développement de l'enfant, donc de l'ordinaire au particulier. Alors, ce que je tiens véritablement à souligner, c'est que je ne suis pas neuropsy, je ne suis pas pédopsie, d'accord? Je suis éducatrice de jeunes enfants avec une formation. Mais j'ai une formation maintenant qui me permet de proposer un éventail d'outils et de propositions concrètes pour effectivement les professionnels et les familles qui se retrouvent face à un enfant qui pourrait présenter un développement des comportements particuliers. Alors, quand je parle de développement particulier, vous allez pouvoir me dire, qu'est-ce qu'on appelle un développement particulier? C'est déjà un développement qui va peut-être poser question. Dans un premier temps, il m'arrive de recevoir des mamans qui ont des fois des enfants, une fratrie, et sur une fratrie, il y a un enfant qui va présenter un développement, ou en tout cas des particularités qui vont amener cette maman à se poser des questions. Et c'est ce que je vais aborder moi véritablement dans ce chapitre-là, c'est tout ce qui va amener à nous poser des questions. Donc, c'est déjà effectivement le développement psychomoteur. Hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de professionnels de crèches et de structures qui sont parmi nous. Donc, le développement psychomoteur, il questionne. On sait qu'effectivement, il y a des enfants qui présentent des développements particuliers avec certainement des fois des retards ou alors des positions particulières. Et puis, il y a aussi des comportements qui vont être de l'ordre de la relation, qui vont être très particuliers. On en a déjà bien conscience et connaissance. Des enfants qui ne maintiennent pas et qui ne soutiennent pas le regard, des enfants absents, des enfants qui ne relationnent pas de façon interactive, etc., etc. Donc moi, je vais véritablement aborder tout ça dans cette partie-là et je vais aussi aborder tout ce qui, à un moment donné, peut effectivement nous amener aussi à un questionnement. Donc, vous avez vu, hein, sur la dernière partie, j'aborde le TDAH. Je sais que le TDAH est très attendu parce qu'il y a énormément de professionnels et de jeunes mamans et de parents qui se posent des questions sur le trouble du déficit de l'attention. Donc, on va beaucoup l'aborder sur la dernière partie. D'ailleurs, c'est l'essentiel de la dernière partie. Et notamment, dans cette partie-ci, je vous explique aussi ce qui peut déjà nous alerter chez un tout petit. Parce que l'une des particularités, bien évidemment, du TDAH, c'est l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc, on peut déjà voir chez un tout petit des comportements qui peuvent déjà nous amener à nous questionner. Donc, voilà pour cette partie. Alors, est-ce que déjà, vous avez des questions sur le chat par rapport à ce que je viens d'évoquer? On avait une question, ouais, comment définissez-vous le mot trouble? Alors, le trouble en règle générale? Oui, je pense que c'était par rapport au sommaire. Peut-être. Ça devait être par rapport au sommaire, je pense. Question qui est venue un petit peu plus tôt. Ok. Oui, alors c'est Catel, c'est ça?
Mmh. C'est Catel qui demande comment on définit le mot Ouais. trouble. Alors, il n'y a pas vraiment de définition sur un trouble, hein, d'accord? Parce qu'il y en existe autant qu'il en existe quasiment d'enfants, si je puis dire. Mais en tout cas, le trouble en lui-même, c'est une particularité. Alors, il peut y avoir des troubles anxieux, il peut y avoir du trouble de la relation, il peut aussi y avoir du trouble lié effectivement au comportement ou à la psychomotricité. Il y a plusieurs troubles qui existent. En tout cas, à partir du moment où on pose le mot trouble, c'est qu'il y a un diagnostic qui a été posé autour de ce trouble. Nous, en tant que professionnels de la petite enfance, on ne peut pas poser ce mot trouble. Ce ne sont que des spécialistes qui peuvent le connoter. D'ailleurs, souvent, ce sont des neuropsies ou des pédopsies, des psychologues aussi, tout à fait. À partir du moment où le mot trouble est posé, généralement, ça connote effectivement un handicap. Voilà. Est-ce que OK. j'ai répondu à votre question, Catel? Oui, super. OK, super. Est-ce que tout ce qui est HPI, HPE peut être mentionné dans la partie Mmh. 4? Alors, Comment j'ai ça fait le marche? choix. Excuse-moi, Guillaume? Pas trop non, vas-y, vas-y, j'ai Alors, noté. j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans le HPI, dans le HPE, parce que pour moi, on ne part pas dans les comportements particuliers. D'accord? Le HPI, le HPE, les 10. Alors, j'aurais pu effectivement éventuellement aborder les 10, mais je pense Mmh. ils feront l'objet d'une autre formation parce que extrêmement étendue. Maintenant même, on parle de multi-10. Le but de cette formation, c'est qu'elle soit déjà une boîte à outils pour tous ces comportements particuliers. Là où par contre je peux vous rejoindre Manon, c'est qu'il est vrai qu'il n'est pas rare que chez un enfant HPI, donc au potentiel intellectuel, on puisse retrouver du TDAH ou même du 10 ou du multi-10. D'accord? Donc, je pense que par la suite, s'il doit y avoir une formation qui va du coup venir en complément de celle-ci, ce sera effectivement une formation qui abordera ces thématiques. OK, très bien, super clair, merci Laetitia. De rien. On avait encore ouais, cette partie-là sur la 1re partie. Tu veux rajouter des choses sur Oui, les bien sûr. complètement. Alors effectivement, hein, j'aborde aussi l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, c'est pas une pathologie, c'est une spécificité ou une particularité. Il n'empêche que tous ces enfants qui présentent souvent des comportements atypiques sont souvent des enfants qui présentent une hypersensibilité. Donc c'est une sensibilité émotionnelle ou une sensibilité tout court exacerbée. Donc chez ces enfants, effectivement, on va retrouver des comportements émotionnels très forts, très intenses. Ça peut aller de la joie à la peine et ça peut être véritablement des montagnes russes comme ça émotionnelles où on a beaucoup de mal à les suivre. Alors ce sont aussi des enfants très empathiques, hein, qu'on dit hyper empathes. Ce sont souvent aussi des enfants qui ressentent des émotions de façon très intense, qui va beaucoup les traverser, qui vont beaucoup aussi les questionner. Ce sont aussi des enfants qui vont se questionner très très tôt sur des questions très existentielles comme la mort, la vie, la raison de notre pourquoi sur Terre, etc. etc. Et effectivement, ce sont des questions qui rejoignent aussi la douance, donc le HPI, si je puis dire. Mais comme effectivement, ça peut être aussi un trait du TDAH, j'ai choisi de l'aborder ici parce que ça peut aussi donner lieu à des comportements particuliers. L'hypersensibilité. Et effectivement, dans la formation, je vous donne aussi des outils pour aborder l'hypersensibilité. Parce que Mmh. chez un enfant qui ressent les émotions de façon très intense, il faut faire extrêmement attention à la façon dont on va aborder certaines situations qui peuvent véritablement les traverser et les égratigner au plus profond d'eux-mêmes. Donc, je vous donne des outils et Mmh. beaucoup de petites techniques, si je puis dire, pour aborder certaines situations. Est-ce que par exemple, tu as quelques exemples ou qu'est-ce que peuvent retrouver, concrètement les personnes dans cette formation, Alors, par exemple? complètement. Alors, par exemple, sur la gestion des émotions, hein, pour ces enfants, il est extrêmement important de dissocier les émotions de l'enfant. Alors, quand je dis dissocier, hein, je ne dis pas que les enfants ont les émotions d'un côté et l'enfant de l'autre. Je dis juste que ces enfants doivent véritablement comprendre qu'ils sont traversés par quelque chose qui ne leur appartiennent pas. Mmh. Pourquoi? Parce que lorsque je vais dire à un enfant, tu es un petit garçon colérique, d'accord? L'enfant va s'approprier finalement ce caractère, en faire
quelque chose à lui, alors qu'il faut véritablement faire attention aux mots et lui expliquer que non, l'émotion, c'est de la colère qui va le traverser. Elle va, elle vient. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Et ces enfants sont aussi extrêmement sensibles à la façon dont ils vont du coup démontrer leur colère, ou en tout cas l'exprimer. D'accord. Et il faut véritablement arriver aussi à décristalliser certaines sensations, en tout cas certains ressentis qu'ils ont sur eux-mêmes, pour que ces enfants ne prennent pas finalement ces émotions comme quelque chose de négatif, qu'ils en fassent quelque chose de positif, mais il faut les accompagner, hein, leur dire que la colère, c'est une émotion qui est normale. D'ailleurs, il y a très très longtemps, on s'en servait pour soit s'échapper d'une situation ou soit se défendre. D'accord, c'est normal, tous les êtres humains sont dotés de colère. Il n'empêche qu'il y a des façons de l'exprimer pour que l'autre en face ne le reçoive pas comme quelque chose d'agressif ou d'agressant. Mais effectivement, ce sont des enfants sur lesquels on doit poser des mots, et des mots qui soient très clairs. Par exemple, ce sont des enfants aussi qui sont extrêmement traversés par tout ce qui se passe autour d'eux, par la cause animale, par la pauvreté, par des images très fortes à la télé. Là, en ce moment, par exemple, tout ce qui arrive aux informations est particulièrement violent. Il faut faire très, très attention parce que ces enfants peuvent véritablement nourrir quelque chose de très anxieux autour de ça. Et l'hypersensibilité peut donner lieu aussi à des troubles anxieux. Donc, voilà. OK. Je ne sais pas Très si bien, j'ai merci. été claire. Ouais, c'était super intéressant. D'accord. Tu veux poursuivre avec sur les troubles de l'opposition? La Exactement. provocation, ouais. Alors ça, on en parle depuis quelque temps. Enfin, j'ai envie de dire qu'on reconnaît le TOP comme un trouble, hein. Alors, on a souvent tendance à associer le TDAH et le TOP à la mauvaise éducation. Mmh. On dit souvent ce sont des enfants mal élevés, on dit souvent ce sont des enfants qui n'ont pas de limites, on dit souvent les parents leur laissent trop faire, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont comme ça, ce sont des enfants effectivement qui dirigent la famille, etc. etc. Sachez que je ne connais pas de famille qui a un enfant TDAH dans son sein ou alors un enfant porteur de TOP qui n'ait pas des règles aussi strictes qu'il en existe. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des familles qui ont déjà tout essayé et qui essayent tout ce qu'il est possible et imaginable. Le TOP, hein, c'est le trouble de l'opposition avec provocation, est un trouble. Donc, comme on l'a dit en amont, c'est une particularité, c'est une spécificité. C'est un enfant qui adopte des comportements qu'il ne maîtrise et qu'il ne contrôle pas, hyper provocateurs, d'accord, et qui souvent peuvent exacerbé au point les professionnels et les adultes qui ne comprennent pas pourquoi l'enfant va toujours faire l'inverse ou le sens contraire de ce qui lui est demandé. C'est tout simplement parce que, encore une fois, c'est un trouble et du coup, on va dire, différentes parties de son cerveau ne communiquent pas toutes de la même façon que chez nous. D'accord? Donc souvent, ce sont des informations qui sont comprises dans l'autre sens. Souvent, ce sont effectivement des enfants qui vont beaucoup se mettre en danger. Pourquoi? Parce que la réaction ou là, en tout cas l'attention qu'ils ont comprise n'est pas celle qui est arrivée à leur cerveau, etc., etc., etc. Et il n'est pas rare qu'un TOP soit associé aussi à un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc très souvent, ce sont des enfants qui ont ce qu'on appelle cette double peine. Donc, je viens aussi aborder le TOP. Donc, la particularité aussi du TOP, c'est qu'effectivement, hein, c'est une pathologie neurodéveloppementale, hein. Il faut savoir que le TOP, comme le TDAH, est connoté dans la catégorie handicap. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ces enfants-là ont normalement une connotation MDPH, ils ont diagnostiqué MDPH, d'accord? Donc, ils sont suivis. Donc, j'aborde aussi le TOP et la façon dont on peut effectivement accompagner l'enfant porteur de TOP, sachant que très souvent, c'est aussi au TDAH. Comment réagir quand un enfant rit quand on le reprend? Est-ce que c'est un TOP? Alors, c'est Manon. Manon, alors il faut savoir que les enfants rient des fois pour camoufler des émotions, soit la gêne, soit la peur, soit peut-être aussi une forme, on va dire, une façon de vous montrer que peut-être ils ne sont pas affectés, hein, par ce qu'on est en train de leur dire. Et c'est aussi peut-être pour décristalliser une situation qui est compliquée à vivre.
Par exemple, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, qu'un professeur vous dise quelque chose de très grave et que vous vous mettiez à rire. Et là, le professeur vous dit: «Mais je comprends pas, Manon, je viens de vous dire Mmh. quelque chose de très important là». Et là, c'est plus fort que vous, vous vous mettez à rire. Et ben, tout simplement, c'est un petit peu un rire anxieux. C'est pour camoufler certainement quelque chose qui est plus fort et plus, on va dire, ancré et que vous ne souhaitez peut-être pas montrer tout de suite, ou en tout cas, c'est pour ne pas vous effondrer tout de suite. C'est un peu un instinct de survie finalement. Donc, les enfants n'ont pas forcément de top lorsqu'ils réagissent comme ça. J'ai plutôt envie de dire que ce sont des comportements un petit peu d'évitement pour camoufler ce Mmh. qui se passe. L'enfant atteint de top, c'est une vraie hyper provocation, hein. On les retrouve parce que ça va très, très loin. L'enfant va toujours dans la mise aussi en danger, il se met véritablement en danger. Il va aussi pouvoir, on va dire, se mettre face à un adulte et se mettre, par exemple, à le frapper, se mettre à le contrer véritablement, et même des adultes qu'il ne connaît pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer du coup des enfants qui allaient du coup face à un adulte, hein, limite tête contre tête, et de lui dire des choses très graves et très provocatrices. Parce que le top est encore une fois un trouble. Donc là, on n'est pas dans le trouble. On est plutôt dans une situation de gêne que l'enfant cherche à camoufler. Très bien. Je te propose de poursuivre peut-être sur la suite et puis on reprendra l'ensemble des questions, Bien sûr, juste à oui, la fin de la partie. Il y aura peut-être certaines qui vont se répondre complètement. en même temps. Du coup, la néophobie alimentaire, oui? Et oui, alors la néophobie alimentaire, ça, je sais aussi que c'est la hantise de beaucoup de parents et notamment de professionnels parce qu'effectivement, c'est la peur de découvrir des aliments nouveaux. D'accord. Alors, il faut savoir aussi qu'en France, ou notamment dans nos pays occidentaux, on donne beaucoup de petits pots, ou en tout cas de matières très lisses à l'enfant à manger. Et j'ai pour habitude de dire que si la nature avait voulu que l'on mange du liquide et des compotes toute la journée, elle aurait fait en sorte que sur les arbres, il pousse des pots de compote. D'accord. Alors, c'est très, c'est un peu vulgaire ce que je Très viens de dire, imagé. c'est très vulgarisant. Voilà, c'est très imagé exactement, mais en soi, c'est très vrai. La nature a fait en sorte que notre palette, on va dire, sensorielle soit exacerbée par tout ce qu'elle nous propose. Et nous, effectivement, on a tendance à plutôt aller vers de la sécurité. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis juste qu'effectivement, ça va à l'encontre finalement de la découverte de toutes ces textures, de toutes ces saveurs et de toutes ces couleurs que nous propose finalement notre nature. Et du coup, on arrive à un stade, à un moment où on va commencer à proposer des choses, on va dire, qui sont différentes à l'enfant, de par la texture, de par la sensation, de par l'odeur, de par aussi la couleur. Et du coup, l'enfant ne reconnaît pas la nourriture. Et il faut savoir que les enfants ont une peur viscérale de l'intoxication parce que là aussi, on parle de survie, hein, d'accord. Mmh. Ils ont peur d'être intoxiqués parce que là aussi, c'est quelque chose de très archaïque. Et du coup, la néophobie alimentaire, c'est la peur des nouveaux aliments. Alors, il est très difficile pour des parents, et en tout cas des jeunes parents, de décristalliser cette peur que l'enfant ne mange pas. Il n'empêche que la néophobie alimentaire, on va dire, elle se nourrit très souvent de la peur, on va dire, de l'adulte en face, qui est du coup très freinée, enfin, qui est freiné par le fait que l'enfant ne va pas manger de morceaux, ne va pas goûter de nouvelles choses, et du coup serait encouragé par le fait de donner toujours des aliments dits plaisir. Mmh. OK. Et la néophobie alimentaire aussi, il ne faut pas se mentir, c'est parfois aussi la rencontre avec certaines textures désagréables ou certains goûts désagréables, et du coup, l'enfant a enregistré et emmagasiné qu'avec certains aliments, cette rencontre pouvait avoir lieu de nouveau, et du coup, il se Mmh. dit: «Bah, moi, j'y retourne pas. Donc je Mmh. vais rester sur les aliments dits copains». OK. Alors, il faut savoir qu'il ne faut jamais se décourager, messieurs, dames, et qu'un aliment doit être présenté entre 7 à 15 fois pour que l'enfant puisse enfin intégrer que cet aliment n'est pas néfaste pour sa santé et pour lui. Alors, ne vous découragez pas, continuez à proposer des nouveaux aliments, continuez aussi à manger les nouveaux aliments devant votre enfant, des nouveaux aliments pour lui, pour que l'enfant comprenne que s'ils sont bons pour vous, ils sont aussi Mmh. bons pour lui. N'oubliez pas que vous êtes son meilleur schéma d'imitation, hein.
D'accord? Donc continuez et effectivement, on abordera aussi, toute, cette question de la néophobie pour ne pas basculer dans un trouble de l'alimentation. Voilà. Et bien évidemment, les peurs et Mmh. les angoisses. Alors il faut savoir effectivement qu'une peur et une angoisse, c'est pas pareil, d'accord? Une peur, c'est quelque chose qu'on a, hein, sur le fait et une angoisse, c'est quelque chose que l'on peut nourrir. Alors on peut nourrir aussi une peur et elle peut devenir une angoisse. Et mais effectivement, le problème, c'est qu'une angoisse peut devenir un trouble. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et un trouble anxieux. OK? D'accord. Et là aussi, dans cette formation, et en tout cas dans ce module, je vous explique comment accompagner les enfants qui ont des troubles anxieux, notamment autour du sommeil. Il faut savoir qu'on n'a jamais eu autant de problématiques autour du sommeil que depuis ces 20 dernières années. Pourquoi? Bah, parce que le sommeil s'apparente à, là aussi je mets des gros guillemets, à une petite mort. OK? Et que certains parents ou certains professionnels ont déjà eu une histoire particulière avec le sommeil. Et comme on le dit souvent, les parents sont le symptôme aggravé de leurs enfants, il y a quelque chose qui peut en découler. Hein, on peut faire passer des choses. Et puis des fois, il y a des phrases. Et puis des fois, il y a des environnements aussi. Et tout ça peut amener un enfant à se sentir insécurisé. Alors, c'est Mmh. pas de votre fait, c'est juste que on transmet ce qu'on nous a appris. Donc, dans effectivement ce module, je vous explique comment on peut accompagner un enfant à s'endormir de façon plus sereine et plus paisible et ce qui peut effectivement des fois venir interférer là-dedans. Très bien. Voilà. On avait des petites questions et on en avait encore sur le top, sur lesquels on n'a pas répondu. Oui, c'est pour les enfants, quel est l'âge justement des enfants, justement avec un top sur Un ce que top. tu abordes? Alors il faut savoir qu'on n'est pas friand en France, de diagnostic. On diagnostique très peu, si je puis dire, avec des gros guillemets. C'est pas qu'on diagnostique peu, c'est qu'on diagnostique tard. Je reprends. Par exemple, aux États-Unis, on va diagnostiquer des enfants très jeunes et très tôt avec certains éléments et puis des grilles qui vont être des grilles qui vont être les mêmes que les nôtres, mais en tout cas, on va Mmh. prendre en considération un développement beaucoup plus précoce. En France, on est plutôt sur du 6-7 ans. C'est très tard. Alors, là D'accord. aussi, hein, moi je suis pas pédopsie, je suis pas neuropsy, je suis pas là pour remettre en question, la psychiatrie, la neurologie française, mais en France, on a une histoire avec la psychiatrie qui est très particulière. Donc on marche sur des œufs, donc on préfère attendre. Il faut savoir qu'il y a très peu de neuropsy qui se prononcent avant l'âge de 5 ans. Ça veut dire qu'ils établissent effectivement, un diagnostic et il y a une échelle d'évaluation qui s'appelle l'évaluation Conners, hein, C-O-2-N-E-R-S, qui permet du coup de diagnostiquer le TDAH et du coup aussi d'y associer ou non un TOP. Et là, Mmh. c'est pareil, ça dépend du praticien ou en tout cas du spécialiste que vous avez en face de vous. Il y en a certains qui décident de le faire à partir de 4 ans. Donc, à partir de 4 ans, on peut déjà savoir si notre enfant possède ce genre de trouble. Voilà. Très bien. Merci Dicia. N'hésitez Je pas, t'en prie. Catel, à dire si, ça répond à votre question. On a deux questions là qui touchent la néophobie alimentaire. C'est, quelle est la différence avec un trouble de l'oralité? Et une seconde question dans la suite, peut-être tu peux y répondre juste après. Oui, Si un enfant refuse de manger un aliment à plusieurs reprises, est-ce qu'on propose autre chose ou est-ce que tu le laisses avec, enfin, on le laisse avec son assiette? d'accord. Alors justement, la différence entre néophobie alimentaire et trouble de l'oralité, c'est la notion de trouble. Néophobie alimentaire, on est véritablement là dans une étape de développement, hein. C'est un stade de développement, hein. Tous les enfants, à un moment donné, s'expriment, on va dire, à travers l'alimentation et ils commencent à s'exprimer et à exprimer en tout cas des préférences et des choix. Et c'est pas bien grave et c'est normal. Ils sont complètement sains, ces enfants, de préférer des aliments qui leur font du bien, qui leur font plaisir. Et très souvent d'ailleurs, dans certains centres, on les appelle les aliments doudous. Les aliments sucrés, les aliments qu'on va avaler plus Mmh. facilement, les aliments qui vont sentir bon, parce que les enfants sont aussi très hypersensibles des fois aux odeurs, aux couleurs et aux textures, hein, d'accord? Mmh. Ce qu'il est important, effectivement, hein, pour tout ce qui est néophobie alimentaire ou trouble, si j'ai envie de vous donner quelques outils, c'est de laisser l'enfant expérimenter à travers ses mains. Parce que le but pour l'enfant, c'est déjà de rencontrer l'aliment avec ses mains avant de pouvoir le rencontrer avec sa bouche. Mais quand on fait ça, avec la cuillère,
On empêche Mmh. finalement l'enfant de passer par cette rencontre-là, qui est juste une rencontre essentielle pour que lui puisse se demander si c'est agréable, si c'est rugueux, si c'est chaud, si c'est froid. Et ça, c'est une étape indispensable pour éviter les troubles de l'oralité. Ensuite, effectivement, la néophobie alimentaire, elle est passagère. Il est important de continuer à proposer les mêmes aliments que vous mangez, vous, à l'enfant, pour lui signifier, lui montrer que c'est bon. Mmh. Maintenant, certains enfants ne vont pas forcément manger et aimer les mêmes choses que vous. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir entendre. Il n'empêche que il y a une part aussi d'intégration sociale dans donner aussi à l'enfant la même chose que vous en termes d'alimentation et quelque chose de partage du repas qui est important aussi à signifier. Et ça fait aussi partie, pour dire aussi à l'enfant, tu fais partie de la famille, tu manges la même chose que nous parce que c'est un moment de partage de ce plat, de ce repas que Mmh. j'ai concocté ou que papa a concocté pour tout le monde. Et ça, c'est important de lui signifier. Et effectivement, la notion de trouble, elle apparaît lorsqu'on sent que pour l'enfant, il y a quelque chose de viscéralement anxiogène et inquiétant pour lui d'insérer certains aliments à l'intérieur de sa bouche. D'accord? Donc ça peut passer par tout ce qui va être solide, ça peut passer aussi par des couleurs, ça peut passer aussi par des textures. Et ça, véritablement, il faut vous rapprocher quand vous voyez que, par exemple, l'enfant ne prend que des aliments lactés ou très blancs, très liquides, ou que du sucré, ou que des aliments Mmh. plaisir, hein. Ça peut être des chips, etc. Allez voir du coup une orthophoniste qui est du coup une experte de toute la zone bucco-faciale et qui saura du coup répondre à ce trouble. Très bien. Je te propose, il y a 2 Oui, dernières questions avant de passer à la suite et bien sûr. je pense qu'après on reviendra sur certaines questions à la toute fin. Comme ça on évite de perdre toute l'audience, on couvre tout le webinaire Eh bien et oui. pour, les personnes qui ont toujours des questions, sur cette première partie, je pense qu'on y répondra à la toute fin. Dernière question sur l'alimentation, il y avait une question sur, est-ce que tu préconises la DME? Et puis la toute dernière question sur cette partie-là, c'est, sur le sommeil. Est-ce que toute énurésie, nocturne est une peur ou une angoisse ou est-ce que c'est plutôt un trouble? Ouais, vaste question. Voilà. Alors justement, on va commencer par la DME, donc la diversification menée par l'enfant. Alors, je trouve que c'est extraordinaire parce que la DME, alors moi c'est mon point de vue, mais la DME, elle permet ça. Mmh. D'accord? L'enfant rencontre cette fameuse texture et cet aliment. L'enfant gère ses quantités, hein, d'accord? Il va pouvoir aussi rencontrer l'aliment. La DME, c'est génial. Et puis là aussi, il y a pas besoin d'avoir de dents. On est tous dotés de la mastication, hein, c'est quelque chose de physiologique. Vous voyez d'ailleurs certains enfants qui ont leurs premières dents vers 13-14 mois, ça ne les empêche pas de manger des quignons de pain ou de manger des fois des morceaux de viande, c'est pas un sujet. Les personnes âgées aussi. Donc, les dents ne sont pas, on va dire, un outil indispensable à la mastication. Ça aide effectivement, mais c'est pas non plus indispensable. En revanche, là où moi je dis attention aux professionnels sur la DME, je dis que la DME, ça reste quand même, hein, une interaction qui va être extrêmement étroite entre l'enfant et l'adulte et c'est de par le regard de l'adulte et la validation de l'adulte que l'enfant va prendre conscience qu'il est en capacité de manger des morceaux sans que ce ne soit dangereux pour lui. Hein, n'oubliez pas que l'enfant, il a la peur viscérale de l'intoxication. Il a peur que ça lui fasse mal, d'accord? Et Mmh. si en plus de ça, vous lui transmettez une certaine angoisse à ce qu'il puisse insérer certaines choses dans sa bouche, cette angoisse, forcément, il va lui l'absorber, la faire sienne, et c'est là que les choses peuvent arriver. Si vous n'êtes pas au clair avec la DME et si la DME vous pose question, n'y allez pas. Mmh. D'accord? Et Très là où important, ouais. et effectivement, je veux Mmh. revenir sur les professionnels. Quand vous avez 3 ou 4 enfants, notamment les assistantes maternelles ou même les professionnels de crèche sur un repas en collectivité, faites attention à la DME, surtout chez les tout petits, parce qu'encore une fois, c'est une interaction extrêmement étroite et privilégiée entre lui et vous. Donc, si vous êtes happé ailleurs, si vous devez vous lever, si vous n'êtes plus psychiquement présente dans cette relation, ça peut être questionnant. Mais en tout cas, ça peut être difficile ou même dangereux pour lui. Voilà. OK.
Très bien, merci Laetitia et puis dernière question, on y répond rapidement pour tenir le timing sur les énurésies, L'énurésie. ouais, donc ouais, nocturnes. Alors, l'énurésie, alors c'est particulier l'énurésie parce que ça peut être un trouble comme ça peut être un symptôme. D'accord. D'accord? L'énurésie, avant jusqu'à 5 ans en soi, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est qu'il faut laisser, on va dire, la chance à la nature et la possibilité à l'enfant de réguler lui-même, hein, cette énurésie. On le sait, on n'est pas tous dotés, on va dire, du même équipement physiologique. Il y a des enfants qui sont dits propres, ça aussi, hein, je mets Mmh. des gros guillemets sur le terme propre, la nuit très vite et très tôt. Hein, tout simplement parce que leur équipement physiologique et leur maturation aussi cérébrale est présente pour que ces choses se mettent en œuvre et en place. Et pour certains enfants, c'est beaucoup plus tardif. D'accord? Il n'empêche que l'énurésie, si elle perdure, elle peut être un symptôme. D'accord? Il y a des très bons spécialistes et des très bons pédiatres qui sont spécialisés dans l'énurésie. Si vous voyez qu'elle persiste, n'hésitez vraiment pas à consulter. En plus de ça, ça peut être véritablement un gros bloqueur social pour chez ces enfants-là parce qu'à un moment donné, forcément, hein, il y a le regard des autres qui arrive, la pudeur qui se met en place, etc. Et tout ça peut véritablement poser de vraies questions et de vrais soucis à ces enfants qui sont déjà on va dire, dans une construction de leur personnalité et de leur schéma corporel et de comprendre véritablement où ils en sont et qui ils sont. Moi, je vous invite effectivement, si au-delà de 5 ans, ce trouble est toujours présent, ou en tout cas cette particularité, d'aller consulter. Parce qu'effectivement, ça peut être un trouble. Très bien. Merci Laetitia. De rien. Laure, j'ai noté votre question, juste à côté, on y revient juste, on y revient à la toute fin. Restez jusqu'au bout. Je te propose de passer à la suite, du coup, sur les émotions et les comportements atypiques. Mmh. Alors, on l'a abordé du coup un peu tout à l'heure, hein, mais Oui, c'est un peu effectivement, ma partie. c'est vrai, on l'a un petit peu Mmh. abordé, mais pour petit rappel, effectivement, c'est de pouvoir identifier, les émotions et les comportements qui peuvent questionner et effectivement l'exacerbation, l'hypersensibilité, toutes ces petites choses qui, à un moment donné, vont pouvoir peut-être, hein, vous orienter vers une piste autour d'un accompagnement particulier sur l'enfant. OK. Donc tu as des, des exemples ou des petits exemples, des pistes, des choses que peuvent retrouver, les professionnels justement sur cette formation? Bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Ouais. véritablement, l'exacerbation. Donc effectivement, c'est l'accompagnement des fois des émotions, qui Mmh. vont très souvent effectivement être complètement démesurées et que nous, on va pas forcément pouvoir comprendre en tant que professionnel ou en tant qu'adulte, mais l'enfant le vit véritablement à cette intensité-là et ne peut pas réguler cette intensité-là. Donc il faut l'accompagner là-dedans, dans cette palette et dans cet éventail d'outils pour qu'il puisse à un moment donné adapter son comportement à la société, parce que c'est véritablement ça qu'on lui demande, hein. Malheureusement, on en passe tous par là. Hop, très bien. Bah, on a une question juste avant de passer à la suite, qu'est-ce que tu penses d'un enfant qui s'en prend toujours au même enfant dans une structure? Est-ce qu'on Alors, ça peut avoir plein de causes, hein, mmh, un enfant qui s'en prend toujours au même enfant. Alors, très souvent, effectivement, les enfants, sont traversés par énormément d'émotions avec lesquelles ils ne savent pas encore composer. Ça veut dire qu'ils se sentent véritablement submergés en permanence par plein de choses qu'ils ne savent pas nommer, par plein de choses qui véritablement les envahissent et c'est très difficile pour eux. Il y a des enfants, des fois, qui leur font ressentir certaines émotions de façon exacerbée. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Soit effectivement de l'amour, soit des fois de la joie, soit des fois d'autres sentiments. Et puis, très souvent, il y a aussi des enfants qui, on ne sait pas pourquoi, produisent chez l'autre des comportements aussi qui peuvent être des comportements dits d'agressivité. Ça aussi, je mets beaucoup de guillemets. mmh. Donc, ça peut être aussi pour plein de raisons particulières. Il n'empêche que, à cet âge-là, quand on parle de la petite enfance, il n'y a rien de figé. Un enfant qui effectivement s'en prend facilement à un seul et même enfant peut à un moment donné devenir finalement un enfant qui va être du coup sous les coups ou sous effectivement l'agressivité d'un autre enfant. Donc, il ne faut pas non plus, on va dire,
se focaliser sur cette situation, peut-être comprendre pourquoi ce petit loulou-là, il déclenche chez l'autre quelque chose de très agressif. Et moi, pour vous donner peut-être un petit exemple pour que ce soit parlant, je vais vous expliquer en quelques mots ce que moi j'avais vécu sur une structure. Il y avait un enfant qui, tous les matins, une petite fille qui était amenée par son papa. Et dès que cette petite fille était déposée au sol, on avait un petit garçon qui fonçait droit sur elle et qui se mettait à la griffer et à la mordre. C'était un papa qui était très aimant avec sa petite fille, hein, très papa poule, etc., si je puis dire. Et du coup, on a compris par la suite que ce petit garçon ne voyait plus son papa depuis quelque temps. Et en fait, cette petite fille, hein, avec l'amour de son papa, finalement très débordant, lui renvoyait tout simplement ce manque. Et la maman n'avait pas non plus eu le courage, ou si j'ai envie de dire plutôt les mots pour expliquer à ce petit garçon ce qui se passait actuellement dans le couple. Et en l'accompagnant et en posant des mots très clairs, du coup, ce petit garçon a pu du coup décristalliser un peu cette agressivité latente et arrêter de se servir de cette petite fille un petit peu comme un exutoire. Mais je pense qu'en tout cas, il faut essayer de trouver pourquoi et chercher pourquoi ce petit loulou-là déclenche ça chez l'autre petit garçon ou la petite fille. Voilà. Ok, très bien. Écoute, la dernière partie, justement, sur les carences affectives et structurelles de l'enfant et sur les comportements atypiques. Voilà. Alors, effectivement, on va aussi parler des carences affectives et notamment des troubles de l'attachement et de la relation. On sait effectivement qu'il y a différents troubles de la relation et de l'attachement qui peuvent amener aussi à des comportements atypiques et particuliers, notamment des comportements d'attachement et d'anxiété, etc., qui sont particuliers. Et effectivement, dans ce module-là, je vais vous expliquer aussi quel genre de comportement et quel genre de troubles on peut avoir lorsqu'effectivement la relation d'attachement a été carencée. Ok. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus Bien sûr. Ouais. Alors, les comportements d'attachement carencés, donc ça peut être effectivement des comportements d'attachement excessifs, ça peut être aussi des comportements d'évitement. On a aussi beaucoup abordé effectivement les phobies et les peurs, d'accord, hein. Et puis ça peut être aussi tout ce que ça peut aussi générer au niveau du développement du cerveau. Parce que l'on ne va pas se mentir, le cerveau de l'enfant est plastique, d'accord? Donc, toute effectivement diffusion, on va dire, intense de l'hormone du stress due à des situations et des comportements et des relations d'attachement carencées ou en tout cas inadaptées peuvent causer du coup sur le développement du cerveau. Alors maintenant, grâce aux neurosciences, on sait qu'effectivement, les enfants, lorsqu'ils ressentent le stress de façon très intense et très puissante, il y a une hormone qui intervient à l'intérieur du cerveau qui s'appelle le cortisol, qui est effectivement cette fameuse hormone du stress. Et il faut savoir que cette hormone du stress va du coup, on va dire, bloquer les apprentissages, si je puis dire, d'une façon un petit peu générale, voire même les annihiler. Donc, ça veut dire éliminer les apprentissages récents au point de rendre la glande qui est en charge de la production des neurones un petit peu fainéante, si je puis dire. Donc, ça peut avoir, on va dire, des conséquences extrêmes et dramatiques, du coup, sur les compétences de l'enfant, notamment aussi à gérer ses émotions, parce que quand un enfant ne peut pas gérer ses émotions à partir d'un certain âge, on va parler aussi d'immaturité émotionnelle, on va parler aussi d'immaturité dans certains comportements affectifs ou relationnels, etc., etc. Donc, moi, j'explique aussi comment, effectivement, ces fameuses carences affectives et structurelles peuvent endommager le cerveau et du coup donner lieu à des comportements atypiques. Ok, voilà. Très bien. Merci Ticia. De rien. Je te propose peut-être de passer du coup à la dernière partie sur les. Ouais, je crois que j'ai mal compté juste avant sur les TDAH et les développements neuroatypiques. Tu avais 3 points. Oui, 3 c'est points aussi 3. à voir. C'était exactement. Ok, je te laisse la main. Alors, effectivement, je sais que on est nombreuses et nombreux maintenant à se questionner sur le TDAH et heureusement.
Donc, il faut savoir aussi que le TDAH, c'est quelque chose de très occidental. Si effectivement nos enfants vivaient, seraient certainement sur d'autres continents où l'impulsivité et l'hyperactivité est reconnue comme une valeur et une force, on les diagnostiquerait pas TDAH, hein. Chez nous, notre particularité, c'est qu'on leur demande très tôt et très jeune d'avoir une posture d'élève. Donc, quand je parle d'une posture d'élève, c'est effectivement d'un enfant statique qui va être en écoute active et qui va être capable d'emmagasiner des informations, de les retranscrire et du coup d'évoluer comme ça, hein, étape par étape, où on va lui demander de plus en plus de concentration et d'attention. La particularité du TDAH, hein, c'est le déficit de l'attention. Ça veut dire que l'attention, elle est mobilisée de façon différente. Elle est mobilisée ailleurs. Et ce sont des enfants qui ne peuvent pas mobiliser leur attention, par exemple, dans le vide et dans le rien. Quand je parle dans le vide et dans le rien, c'est une salle de classe où il n'y a pas de bruit, où les choses sont très statiques. Là, pour eux, c'est un déclencheur qui peut être un déclencheur d'hyperactivité ou d'impulsivité. Donc, effectivement, moi, hein, dans ce module-là, je vais expliquer tout ce que le TDAH, du coup, tout ce que est le TDAH. Je vais vous expliquer aussi ce qu'on peut aménager dans une salle de classe ou par exemple à la maison pour accompagner un enfant porteur de TDAH. Je vous explique aussi comment le TDAH du coup fonctionne et comment du coup il se met en place à l'intérieur du cerveau de l'enfant. Et bien évidemment, les différents traitements qui existent pour du coup accompagner le TDAH parce qu'il en existe, mais ils ont aussi, on va dire, des bénéfices et aussi, par contre, effectivement, il y a aussi des choses à prendre en considération. Voilà, si je puis dire. Bien évidemment, l'hyperactivité qui fait partie du TDAH. Alors, l'hyperactivité, c'est un symptôme du TDAH. Avant, on parlait seulement d'hyperactivité. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit qu'effectivement, l'hyperactivité restait un symptôme. Avant, on parlait d'hyperactivité comme une pathologie, mais l'hyperactivité reste un symptôme du TDAH. Là où aussi il faut faire extrêmement attention avec le TDAH, c'est que certains enfants ont des difficultés, par exemple liées à la lecture, on va parler de 10, d'accord? Mais comme cet enfant, par exemple, va avoir de grosses difficultés à la lecture ou à l'attention pardon, de la lecture, on va penser qu'il a un trouble déficitaire de l'attention tout court. Mais non, c'est un enfant certainement qui a une dyslexie, une dyspraxie, on ne sait pas. Voilà, donc là aussi, il faut faire très attention et le diagnostic véritablement doit être posé. Et l'hyperactivité, bien évidemment, c'est une cause, c'est un symptôme. Et quand je dis trouble, ce qu'on appelle trouble neurodéveloppemental, donc effectivement, c'est le TDAH et la particularité du TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire qu'à l'intérieur du cerveau, il y a une diffusion beaucoup trop intense de dopamine. D'accord? La dopamine, il faut savoir que c'est une hormone qui nous donne un coup de boost et ces enfants en génèrent trop, de façon trop intense et de façon trop diffuse. Donc, il faut leur donner des outils pour que on va dire, cette dopamine puisse être plus canalisée, d'accord? Et qu'ils puissent à un moment donné arriver à la gérer pour justement ne pas être en déficit d'attention et se recentrer. Et c'est très, très difficile pour eux parce qu'encore une fois, les zones de leur cerveau ne communiquent pas les unes avec les autres de la même façon que les nôtres. Ok. Voilà. Tu parlais d'outils. Quel type d'outils on peut avoir? Oui, alors il y a énormément de fidgets maintenant. Alors il faut savoir qu'effectivement les fidgets Ouais, sont une beaux. Oui. pardon, non, parce que je viens de lire une question et ça reprend exactement. T'es dedans. Pardon. Alors pour un enfant de 2 ans, pour un enfant à 2 ans diagnostiqué TDAH, j'imagine que oui. Alors, il existe énormément de choses. Alors, il faut savoir que maintenant, heureusement, on commence un peu à s'ouvrir, effectivement, à tous ces outils et tous ces aménagements, dans la vie scolaire qui peuvent être proposés et heureusement, donc il existe effectivement les ballons à assise dynamique. Je pense que vous en avez déjà vu, hein. C'est des espèces de gros ballons un peu de grossesse sur lesquels, l'enfant va tanguer comme ça, pendant le cours. Des fois, effectivement, ce sont des bureaux vélos. Donc, c'est un bureau avec un vélo intégré hein, qui est statique.
Donc, il va permettre à l'enfant de mobiliser ses membres inférieurs pendant les apprentissages. Ça peut être aussi des fidgets qui vont être des fidgets manipulables. Donc, par Mmh. exemple, j'ai vu que dans la cour de récré, il y a quelques années, on avait le hand spinner. Je ne sais pas si tu te rappelles, Guillaume, du hand Oui. spinner. Alors ça, c'est un vrai fidget qu'on a un petit peu détourné finalement du milieu du handicap parce qu'à la base, c'était effectivement pour effectivement les enfants soit autistes, TDAH, etc. C'était effectivement un mobiliseur d'attention, hein, donc on pouvait effectivement manipuler. Donc il y a ce genre de choses, il y a les balles anti-stress, les balles à Mmh. picot, et puis il y a aussi, vous savez, tout ce qui est lesté, donc ça peut être des couvertures, des objets lestés, ce sont des objets avec des poids que l'on peut poser sur nous et sur les genoux qui vont avoir une pression et qui vont apaiser, hein, qui vont englober, qui vont permettre de Mmh. contenir. Tout ça, véritablement, ce sont des propositions que maintenant on peut faire aux enfants dans la salle de classe. Et il faut véritablement expliquer maintenant au corps enseignant que ce sont des enfants qui sont incapables d'apprendre dans le silence ou alors dans la stabilité et la staticité complète. Ce n'est pas possible. Ouais, on a une question qui vient aussi sur les outils, quel type d'outils sur des comportements violents? Hem, oui, sur un enfant, oui, ça où il se sent agressé, Alors, quels quels outils outils. utiliser pour éviter les comportements violents des autres enfants qui l'approchent? Il se sent agressé par un enfant de 2 ans. D'accord. Mmh. Alors tout dépend de l'enfant, tout dépend effectivement du caractère de l'agression. Alors il existe, certaines choses que vous pouvez utiliser. Alors, il y a des choses qui fonctionnent bien. Par exemple, pour des enfants, des fois, qui sont beaucoup dans le pulsionnel, ce sont les mâchouilles. Alors, par exemple, c'est des petites choses à mettre dans la bouche et à venir comme ça tordre avec les dents. Ça fonctionne bien, hein, pour ces enfants, des fois, qui sont comme ça en grande nervosité, grosse impulsivité. Effectivement, on peut leur donner des choses aussi à tordre, à écarter, à venir un petit peu chercher. Ça existe. Les élastiques aussi, les tenseurs, ça Mmh. aussi, ça existe, hein. Ce sont des fidgets qui existent. Et chez ces enfants, il ne faut pas hésiter à leur donner des choses pour finalement arriver à déverser cette agressivité ou en tout cas cette tension sur quelque chose autre que sur un autre enfant. Donc il y a plein d'objets qui existent. Alors je vais faire un peu de la pub, mais chez Optoys par exemple, hein, sur le catalogue de périculture Optoys qui est destiné notamment aux enfants en situation de handicap, vous trouvez du matériel très adapté, très approprié et très résistant parce que ça aussi, il y a quand Mmh. même un caractère qui est important, hein, c'est la résistance du matériel parce que ce sont des enfants qui vont l'utiliser de façon très intense. Il faut qu'ils tiennent le matériel, hein. Donc ça peut être éventuellement des choses qui peuvent être proposées. Maintenant pour tous ces enfants-là, véritablement à 2 ans, on est encore sur une immaturité émotionnelle qui est très importante et j'ai envie de dire que le meilleur réceptacle émotionnel, c'est vous à cet âge-là. C'est la contenance, c'est l'englobement et c'est votre présence physique et psychique et notamment passer par le portage. Parce qu'un enfant qui se sent agressé va agresser en retour. Ils sont binaires à 2 ans, hein. Ils réagissent souvent avec beaucoup d'impulsivité. Donc j'ai envie de dire, la meilleure le meilleur des outils, c'est vous. OK. Merci Ticia. Je pense on va finaliser là sur les il reste quelques slides à passer plus là sur la partie formation et après on prendra tout le temps restant pour finir de répondre aux questions. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ton programme du coup? Les, Mmh. thèmes que tu abordes, Bah, du coup, c'est à peu près on reprend ce qu'on ouais, on tout reprend ce qu'on a ce qu'on a dit. dit. Tu as des choses à Effectivement, rajouter? oui, alors moi, si j'ai vraiment envie d'ajouter des choses, c'est que véritablement, si je devais définir mon programme, c'est une boîte à outils. Voilà, Mmh. c'est une boîte à outils pour les familles, c'est une boîte à outils pour les professionnels de structure, et le plus, si je puis dire aussi de ce programme, c'est que je vais avoir une attention tout particulière aussi à vous accompagner en visio parce que c'est aussi le but. Alors on ne va pas faire des analyses de la pratique et des choses qui vont être extrêmement, on va dire, ciblé. Il n'empêche que le but, c'est de répondre de façon cohérente aussi aux situations que vous rencontrez. Mmh. Donc, le petit plus de ce programme, c'est qu'il réponde à vos attentes et à vos besoins du moment Mmh. sur les enfants que vous accueillez ou sur les enfants que vous avez dans votre famille. Et bien évidemment,
Je vais vous proposer aussi dans ce programme énormément de situations et beaucoup de mise en situation pour que vous puissiez vous y Mmh. retrouver et que vous puissiez à un moment donné adapter, on va dire, chaque situation à la vôtre. Ouais, c'est hyper important. On retrouve aussi, forcément, il y a des textes, il y a des mises en situation, les outils, des vidéos, voilà, il y a différents supports. Complètement. Voilà, ta formation a été créée aussi par nos ingénieurs, pédagogiques, hein. On a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui a créé cette formation, donc on y passe plusieurs mois, ce qui la rend, ludique aussi et très, très accessible pour tous. Donc, c'est super, une formation de 10 heures que vous pouvez faire sur 4 semaines. Comme toutes les formations, à ma campus, en fait, elles sont accessibles 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Vous êtes accompagné par les coachs, voilà, il y a des évaluations aussi écrites, des QCM, des interlocuteurs, pédagogiques aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, globalement, on a fait, le tour. Si vous souhaitez suivre cette formation, je vous mets avant de répondre aux questions, je vous mets un lien pour les personnes qui souhaitent, qui n'ont pas forcément de questions, je vous mets un lien. Si vous voulez vous inscrire dessus, ça permettra que moi ou un des conseillers puisse vous recontacter pour, finir de répondre à vos questions, plus sur la partie, modalités, inscription, financement, voilà, toutes ces questions bien plus annexes. D'ailleurs, sur les financements, juste un petit point sur les financements. On a 4 grands types de financement. On a le financement, via Pôle emploi pour ceux qui sont demandeurs d'emploi avec, notamment l'AIF. Forcément du financement direct en plusieurs fois sera à définir avec un conseiller. Si vous êtes professionnel de structure, ça peut être pris en charge par l'employeur, hein, dans le cadre de votre travail, ou si vous êtes gérant de structure, c'est une formation qui peut être faite aussi en présentiel. Et si vous souhaitez utiliser votre CPF, alors cette formation ne peut pas être financée directement par le CPF, c'est plutôt parce que le CPF, c'est uniquement des blocs certifiants. Donc là, on viendra l'inclure dans un bloc certifiant. Là, pareil, je vous invite à prendre rendez-vous via le lien pour qu'on puisse vous expliquer justement les différentes modalités. Mais c'est une super formation. Vous pourrez découvrir, retrouver Laetitia aussi intérieure. On parlait aussi, d'analyse des pratiques. Tu fais aussi des analyses de pratiques, hein, donc pour les assistantes maternelles, n'hésitez pas aussi, à vous mettre en relation avec votre RPE, hein, qui peut organiser des séances d'analyse des pratiques. Tu fais aussi à côté des analyses de pratiques en visio ou présentiel, donc c'est Oui. des choses qui peuvent être faites aussi, hein, donc surtout n'hésitez pas pour ça, vous pouvez appeler directement le standard et vous me demander, pour qu'on puisse en discuter. Du coup, pour les questions, on avait Laure, qui avait posé déjà une première question, tout au début. C'était sur la néophobie. Que penses-tu d'un enfant qui a un trouble de l'oralité et qui a du mal à supporter le contact dès qu'un enfant, s'approche de lui, le frappe et a un désintéressement total, pardon, pour les jeux imaginatifs? Bah, j'ai envie de dire, il faut aller consulter. Alors, forcément, quand on parle de contact, on pense toujours au TSA, trouble du Mmh. spectre de l'autisme, d'accord. Il faut faire aussi un petit peu attention à ce qu'on peut nous interpréter comme des fois quelque chose qui peut être difficile pour l'enfant. Mais en tout cas, je pense que si vous avez déjà, on va dire, identifié pas mal de petites choses qui peuvent, là aussi, hein, vous mettre la puce à l'oreille, moi, ce que je vous invite, c'est effectivement d'aller consulter. Un bilan, Mmh. faire un bilan psychomote, faire un bilan chez un neuropsy, enfin quelqu'un effectivement qui pourra vous apporter certainement des réponses. Et très souvent, on a des enfants aussi avec des hyperkinesthésies, donc c'est des enfants hypersensibles, hein, du toucher. C'est pas forcément des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ou c'est pas forcément des enfants qui ont un trouble tout court, c'est tout simplement des enfants aussi hypersensibles. Donc il Mmh. faut faire un petit peu aussi attention à ce qu'on peut poser des fois sur un enfant, et plutôt aller se renseigner auprès d'un professionnel qui pourra lui du coup vous accompagner, vous orienter. Parfait. Et Laure avait mis une deuxième question juste après, c'était quand on parlait des outils tout à l'heure. Tu parlais du hand spinner, elle a mis aussi en place des coussins de la colère et des bouteilles sensorielles et Ouais. c'était pas forcément, efficace. Tu as un autre petite astuce, par exemple? Bah, les coussins de la colère et les bouteilles sensorielles,
c'est bien, mais on va pas se mentir, pour un enfant qui a véritablement une envie débordante ou qui a véritablement voilà une espèce d'impulsion comme ça débordante de colère, je pense qu'effectivement il faut déjà lui donner des outils qui soient plus adaptés. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un enfant de 2 ans, de lui dire va te déverser sur le coussin de la colère, je suis pas convaincue que ça a véritablement du sens pour lui et une vraie portée pédagogique. En revanche, d'aller se mettre effectivement avec l'enfant et de le laisser déjà déverser sa colère, parce qu'effectivement, une colère, on ne peut pas l'empêcher à 2 ans. Hein. Mmh. Imaginez-vous, vous, qu'on vous mette la main sur le bras alors que vous êtes véritablement en crise de colère et qu'on vous dit ça va aller, arrête de t'énerver. Je pense qu'il n'y a rien de pire que pour vous Mmh. déclencher finalement. Alors, il faut le laisser effectivement se déverser, faire attention à qu'il ne se blesse pas, il faut rester autour de lui. Et puis à un moment donné, il faut lui expliquer ce qui vient de se passer et lui donner des vrais outils et lui dire, tu vois, là, ce que tu viens de traverser, ça s'appelle une colère. Alors la colère, c'est pas toi. Hein. La colère, elle va, elle vient. C'est des sensations et c'est surtout des émotions. Par contre, la prochaine fois que tu sens que la colère, elle vient te voir, tu viens me voir. Mmh. Et en fait, en donnant comme ça des outils à l'enfant, on apprend déjà à ce qu'il puisse identifier déjà sa propre émotion. Et puis surtout, ce qui est important, c'est aussi qu'il puisse, lui, à un moment donné, vous identifier comme un réceptacle de ce genre d'émotion pour éviter qu'effectivement, il puisse se déverser sur le mobilier, sur les autres copains, etc., etc. Et puis peut-être aussi de lui mettre toujours sa tétine et son doudou à disposition pour que ce moment aussi puisse être un moment où il puisse se sentir réconforté. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 2 ans, véritablement, on est traversé par tout ça. Et la seule façon de pouvoir se recontenir, de façon de s'apaiser, c'est vous. C'est vous qui allez pouvoir à un moment donné finalement l'apaiser. Donc, il faut lui donner des vrais outils, mais des outils qui vont lui permettre d'identifier ce qui se joue à l'intérieur de lui, plus que de se déverser. Voilà. Super, merci Ticia, c'était super complet. Un enfant qui que penses-tu d'un enfant qui fait rouler, tourner constamment, ouvre, ferme, jette, ne pose pas? Je sais pas si c'est clair, ouais. Alors effectivement, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle des stéréotypies, hein. Donc ces Mmh. stéréotypies, c'est effectivement des enfants qui vont aussi se balancer, le hand flapping, d'accord? Mmh. Ce sont des enfants qui ont besoin de voir les choses en mouvement parce qu'à l'intérieur d'eux, ça bouge. Ce sont des enfants, si par exemple, ils voient aussi du mouvement, ils ne peuvent pas rester statiques et cetera et cetera. Donc dans ce cadre-là aussi, moi, je vous conseille aussi d'aller faire un bilan, d'accord? Parce qu'il faut aller voir ce qu'il y a au-delà de ça. Tac, donc même réponse, peut-être pour une ah non, pardon, n'importe que penses-tu d'une famille qui ne veut pas entendre que son enfant tape, explique son geste par le fait que l'enfant doit avoir faim, donc c'est pour ça qu'il tape? Je pense là, c'est plutôt sur l'accompagnement des parents là, peut-être dans l'acceptation? L'enfant tape parce qu'il a faim, Mmh. c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. C'est ce que les Oui. parents avancent. Peut-être, il y a des enfants, par exemple, qui sont très, très nerveux parce que, bah, ils sont peut-être aussi très fatigués et souvent la faim s'apparente aussi à de la fatigue. À voir parce que la particularité aussi d'un enfant fatigué, c'est le cortisol, c'est ce que je vous disais tout Mmh. à l'heure, hein. C'est cette diffusion d'hormones du stress dans le cerveau. Donc ça peut être aussi un facteur. Alors moi, je connais pas, j'ai pas observé cet enfant, mais peut-être qu'il tape parce qu'il est très frustré et qu'il aimerait que ça arrive plus vite. Et que c'est peut-être le seul outil pour l'instant qu'il possède pour pouvoir l'exprimer. Donc, à voir. Ce sont eux et vous qui le Mmh. connaissez mieux que moi, mais ça peut être, oui, ça peut être une option. C'est pas forcément déconnant. On a une question sur quel est ton ah non, il y avait une question sur laquelle on n'a peut-être pas répondu tout à l'heure sur les repas quand un enfant, ne veut pas manger, est-ce qu'on lui repropose plus tard ou est-ce qu'on le laisse devant son assiette? Alors, il y a rien de pire que de laisser un enfant face à son assiette. Mmh. Vous allez véritablement cristalliser un désamour entre l'alimentation et l'enfant. Le but, hein, c'est que ça ne soit pas grave. Alors, je sais que c'est dur, je sais que c'est pas toujours évident qu'un enfant repousse et rejette le bon repas qu'on lui a concocté des fois pendant 1 heure et demie. Il n'empêche que si vous décidez de rentrer dans un rapport de force ou alors d'être en confrontation avec l'enfant autour de l'alimentation et de la nourriture, ça va Mmh. devenir un vrai sujet. J'ai tendance à dire
à tous les parents que j'accompagne aux professionnels, qu'entre vous et l'enfant, c'est l'enfant qui gagnera toujours lorsqu'il ne veut pas manger. Vous Mmh. pouvez le laisser 10 heures devant son assiette. S'il a décidé qu'il ne mangera pas, à moins d'employer la force que je ne souhaite pas, c'est toujours lui qui décidera si oui Mmh. ou non il va manger. Donc le mieux, c'est de ne pas cristalliser, c'est de lui dire: «Écoute, je comprends, tu n'as pas faim». Par contre, on évite de le reproposer plusieurs fois. Le but aussi, c'est que ce soit un moment de partage et de Mmh. convivialité, hein. L'enfant ne doit pas non plus vivre en marge de sa famille, c'est important. Ça, effectivement, moi, c'est un conseil que je vous donnerais. Par contre, si effectivement, vous avez, présenté le repas alors que l'enfant a déjeuné il y a moins de 2 heures, c'est vrai que c'est pas très cohérent dans ce cadre-là. Il Mmh. vaudra mieux le reproposer plus tard, être aussi en lien avec son rythme, Mmh. et son appétit du moment. OK. Si qu'est-ce que tu penses d'un enfant de 5 ans et demi quand il est vexé, qu'il se ferme totalement et boude et parfois, longtemps? Bah, Ça je dépend l'origine peut-être? Oui, oui, ça dépend, c'est plein de choses, ça peut être plein de choses, oui. après, il y a des enfants très rancuniers, hein, même à 5 ans. Mmh. J'ai envie de dire, ce sont des caractères, ce sont des comportements, et peut-être à voir, si la bouderie et la rancune, n'est pas quelque chose de présent des fois qui a lieu, dans la famille, entre les frères et Mmh. sœurs, ou ça peut être un comportement d'imitation, ou alors ça peut être aussi un enfant, qui se met un petit peu dans sa chambre et qui attend aussi que papa et maman viennent un peu le chercher, parce que ça fait du bien qu'on vienne nous chercher quand on boude. Ça rassure, c'est pas grave. Très bien, je pense que c'est la dernière question. Est-ce que tu peux alors on revient sur le repas. Est-ce que tu peux proposer quelque chose en même temps pour ne pas cristalliser sur un aliment? Quelque chose qu'il veut pas manger? Est-ce que Comment ça? là ouais, j'ai que ça. En Si, gros, si. si l'enfant veut pas manger un aliment, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, j'aurais compris la même chose. Cécile, si vous pouvez peut-être préciser, préciser un petit peu? En tout cas, on a, des questions très riches, c'est super, ça intéresse. Ah oui, c'est vraiment Mmh. c'est très vivant. Plusieurs fois avec d'autres aliments. Ah, le mélanger, c'est ça, Cécile? Mmh. C'est pour le mélanger avec d'autres choses, c'est ça. Pourquoi pas? Mmh. Pourquoi pas? Par exemple, il peut être intéressant des fois de trouver des recettes qui plaisent à l'enfant, et Mmh. peut-être d'intégrer certains aliments à l'intérieur, mais toujours en lui expliquant ce qu'il y a à l'intérieur. Le but non plus n'est pas non plus de duper l'enfant, hein. Mmh. On n'est pas là-dedans, hein. Il faut quand même qu'il soit conscient de ce qu'il mange. On est dans une exploration, olfactive, gustative, sensorielle, ce que vous voulez. Il faut qu'il Mmh. puisse reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous lui dites qu'il y a un aliment surprise, à un moment donné, ça va pas le faire. Mmh. Donc, ce qu'il vaut mieux lui dire, c'est que lui dire, bah, qu'aujourd'hui, on a fait, les galettes, de légumes comme il aime, et qu'aujourd'hui, on y a intégré des brocolis. «Ah bah, j'aime pas les brocolis». D'accord, il y a pas de problème. Est-ce que tu veux au moins goûter le brocoli? Bah, peut-être que l'enfant va quand même être amené à trier la galette, à y avoir un petit bout de brocoli dessus, et puis, bah, hop, il va mettre l'aliment dans sa bouche et il va trouver que finalement la galette a toujours le même goût, peut-être en est même meilleure. Donc Mmh. c'est des situations, ça peut être intéressant, et le faire cuisiner aussi, c'est très intéressant pour que lui aussi ait en fait, les enfants qui vont cuisiner leurs repas vont avoir du coup plus de plaisir à aller goûter et à aller manger ce qu'ils ont créé eux-mêmes, une espèce de sentiment de satisfaction. Donc c'est toujours agréable finalement de trouver que ce qu'on a fait, c'était quand même vachement bon. Enfin, très bien. Merci Laetitia. De rien. Regarde, il y a d'autres questions. Après, je pense qu'on rentre peut-être dans le très complexe. Quel trouble peut être diagnostiqué avant 3 ans? Là, ça peut être très divers. Pas grand-chose. Mmh. À moins qu'effectivement on soit des fois sur de l'autisme très, très profond, donc oui.
avec véritablement des choses qui peuvent pas, on va dire, prêter à confusion. Mais en France, on est quand même très, 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 si je puis dire, on prend beaucoup de pincettes, hein. On est très précautionneux Mmh. sur le diagnostic. On fait très attention, hein. J'ai envie de dire que la prudence reste le maître mot et le «on sait jamais, on va voir». Donc avant 3 ans, pas grand-chose. C'est souvent l'école, hein, qui donne, les signaux d'alerte, hein, donc c'est Mmh. 3 ans et plus. Surtout que, généralement, vous avez des rendez-vous avec les orthophonistes, ou les psychomotes ou les pédopsies. Des fois, vous avez des temps d'attente qui sont juste, de la folie. Vers chez moi, il y a 2 ans d'attente, hein, presque pour un orthophoniste. C'est une Oui. folie. Donc, tant que tous ces bilans ne sont pas non plus mis bout à bout, on ne peut pas non plus, lancer le dossier MDPH. Donc, tout ça, ça vient aussi, on va dire, beaucoup ralentir le diagnostic. D'accord. Très bien. Est-ce que ça a répondu à vos questions? Ça vous a donné envie de suivre la formation de Laetitia? Sur la stimulation. Que dire de toutes les surstimulations des écrans? Mmh. Alors déjà, avant 3 ans, on est tous d'accord, hein, Mmh. pas d'écran, hein. Et puis, il faut savoir que les écrans mettent le cerveau de l'enfant en état d'alerte. Donc c'est extrêmement mauvais, d'accord? Ça veut dire que, par exemple, pour des enfants qui vont avoir des temps d'attention très, très, très minimes, à partir du moment où vous les mettez devant les écrans, les écrans vont grignoter toute cette attention qui pourrait du coup être une attention, portée sur autre chose ou en tout cas sur des Mmh. apprentissages. Et effectivement, hein, ils sont aussi des très grands diffuseurs de cortisol et d'autres d'hormones du stress et on sait à quel point maintenant ils peuvent être extrêmement néfastes aussi sur le développement du cerveau, puisque ne l'oubliez pas, le cerveau du tout petit est plastique. Très bien. Merci Laetitia. Moi, je te propose Ouais. qu'on du coup, s'il y a plus de tout le monde nous remercie, hein, pour les infos. Tu été super. Bah, merci à toutes ces questions, c'était Tu super vas riche, hein. tu vas retrouver des personnes du coup en formation Avec grand visiblement. plaisir. Merci à tous pour toutes ces questions. C'était très vivant et Merci du coup, on vous beaucoup. souhaite, tous une très bonne soirée et à très vite. Merci beaucoup, Au merci revoir à tout le tout le monde. monde. À bientôt. Au revoir. Merci.